C'est dur de faire un bilan général quand on a eu une saison aussi chaotique et qu'on est passé par des moments aussi difficiles et des périodes vraiment de résultats épouvantables. Évidemment, à l'arrivée, on est qualifié en tour préliminaire d'Europa League, qui était l'objectif du club. Bon, même si l'objectif du club est d'accéder aux phases de poule, hein, pas tour préliminaire et pas une fin en soi. Mais en tout cas, on est toujours en course par rapport à cet objectif, donc il y a une satisfaction par rapport à l'atterrissage. La deuxième partie de saison a été très bonne, avec 35 points. Je crois que depuis le titre en tout cas depuis le titre et la demi-saison qui a suivi, les Girondins n'avaient jamais pris 35 points sur une demi-saison, donc ça c'est une vraie satisfaction. Et donc l'envie et la motivation pour continuer sur cette lancée-là. Encore une fois, c'est une saison, je crois, vraiment très très atypique, puisqu'on a eu des périodes, notamment au début de l'automne, où il n'y en avait jamais eu aux Girondins depuis 73, je crois, enfin, depuis des temps immémoriaux, avec 5 points pris en 12 journées de championnat, plus en cadeau bonus 2 éliminations en coupe. Donc c'est des périodes qu'on n'a pas connues aux Girondins. Une petite rechute au printemps avec ces 6 matchs où on prend que 2 points. Donc c'est difficile. Je pense rétrospectivement que démarrer la saison par une énorme désillusion comme celle qu'on a eue à Vidéoton a un peu plombé tout le monde. Peut-être aussi, et enfin en tout cas c'est mon avis, un recrutement avec beaucoup de nouveaux et beaucoup d'étrangers, beaucoup de jeunes joueurs. Donc on a un peu cumulé beaucoup de conditions qui faisaient que l'adaptation a été difficile pour les nouveaux joueurs. Donc ça, c'est un enseignement à tirer pour la saison prochaine. Et voilà, mais on termine sur une bonne dynamique, donc on se dit que finalement, la base, il y a quand même de bons joueurs. Il y a aussi des joueurs qui ont été transfigurés entre la deuxième et la première partie de saison parce qu'ils étaient nouveaux, qu'il faut toujours un temps d'adaptation et qu'évidemment l'adaptation, quand les résultats sont aussi mauvais, est particulièrement compliquée. On ne peut pas nier le rôle du nouvel entraîneur qui est quelqu'un dont les résultats parlent pour lui, hein, parlent pour sa manière de manager l'équipe. Donc évidemment qu'on était très satisfait du travail de Gustavo Poyet. C'est aussi un élément et un des facteurs de réussite de l'équipe. Une prise de risque, il y en a forcément parce que les échanges se font sur quelques jours quand il s'agit de trouver un nouvel entraîneur. Donc évidemment, on ne peut pas avoir une connaissance profonde. C'est vrai que quand Gustavo est arrivé, il y a eu pas mal de scepticisme autour de ses soi-disant échecs. Là-dessus, nous, on n'a jamais eu tellement de doutes parce que finalement, il est passé par des championnats qui sont quand même très difficiles. Donc il faut aussi comparer ce qui est comparable. Et avoir de relatives contre-performances en Espagne ou en Angleterre veut pas dire qu'on est un mauvais entraîneur ou qu'on est dans un mauvais club. On est juste dans un environnement très compétitif. Donc on s'était quand même renseigné, on avait de très bons échos. On l'a dit quand on l'a pris, il y avait dans son CV, ou en tout cas dans ses caractéristiques, des choses qui nous plaisaient. Le côté globe-trotteur, le fait qu'il ait été amené à entraîner vraiment dans des environnements culturels très différents, le fait aussi qu'ils connaissent bien les jeunes joueurs, puisque l'un de ses fils est footballeur professionnel. Donc tous ces ingrédients-là nous donnaient à penser qu'il réussirait au Girondins. Mais c'est sûr que quand on prend quelqu'un en ayant parlé avec lui 4-5 fois, et malgré tous les échos qu'on peut avoir, il y a toujours une partie prise de risque. Mais c'était un risque calculé, on va dire, et qui s'est avéré porter ses fruits. L'espoir numéro 1 aujourd'hui, c'est de ne pas rater le démarrage, comme ça a été le cas l'an dernier. Donc c'est vraiment réussir ces tours préliminaires et accéder en phase de poule. Ensuite, surfer, c'est aussi garder l'ossature de l'équipe, notamment si on regarde la deuxième partie de saison, puisque l'une des choses qu'on peut évoquer aussi dans le changement de trajectoire et au-delà du changement d'entraîneur, ce sont aussi l'apport de nouveaux joueurs. Donc on a vu sur la deuxième partie de saison qu'on a eu une très bonne assise défensive. Donc surfer, enfin, continuer avec cette assise-là. Et puis aussi intégrer des jeunes joueurs qui auraient pu jouer dès cette année, qui auraient dû jouer dès cette année, qui ne l'ont pas fait, mais qui ont quand même un gros potentiel et qui, on l'espère, viendront tirer l'équipe vers le haut, comme l'a fait Jules Koundé à partir du moment où il a commencé à jouer, et il s'est tout de suite installé dans un rôle presque de patron de défense. Donc on a encore quelques jeunes joueurs sur lesquels on compte beaucoup et qui ont vraiment un très gros potentiel et qui ont, on l'espère aussi, cette mentalité et cette assurance
dont a fait preuve Jules Koundé pour s'installer dans l'équipe très rapidement et ne pas en sortir. Les deux jeunes aujourd'hui, après on peut toujours avoir des bonnes surprises, parce qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux et c'était la génération 98-99 était excellente. On en a signé 6 cette année, ce qui n'est pas arrivé aussi depuis très longtemps. Mais je pense en particulier à Aurélien Tchouaméni et Zaïdou Youssouf, qui sont des joueurs qui sont au niveau de l'équipe première, qui encore une fois ont, pour Zaïdou Youssouf, un petit peu joué et pour Aurélien Tchouaméni pas du tout. Non pas parce qu'ils n'ont pas le talent, mais parce que la saison était très particulière avec des périodes de tension extrême avec les contre-performances de l'hiver, et on a très vite basculé d'une tension extrême avec le risque de relégation vers de nouveaux objectifs quand les résultats, la courbe s'est inversée, et dans ce championnat qui était très resserré. Mais c'est sûr que si on avait été à un moment dans le ventre mou et sans objectif, on les aurait vus tous les deux de se fouler les pelouses de Ligue 1. Donc là, l'année prochaine, c'est leur tour, ils ont un an de plus, et ils ont vraiment toutes les qualités pour imiter Jules. C'est la logique. Donc effectivement, on va discuter avec lui. C'est sûr que c'est l'intérêt, en tout cas pas l'intérêt du club, d'avoir des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Donc effectivement, on va discuter avec lui, peser le pour et le contre, et soit aller sur une prolongation si c'est ce qu'il souhaite, soit effectivement envisager un départ. C'est le prix de Malcolm le plus cher possible. C'est une enchère, c'est comme les... Non, il y a... Voilà. C'est un peu comme une enchère, il y a des espoirs, il y a un prix de réserve, mais vous savez bien qu'on ne communique pas là-dessus, sur ces données économiques-là. Ça bouge tout le temps, vous savez, les marchés de transfert bougent tout le temps, et y compris tôt dans les saisons, donc c'est un joueur qui suscite de l'intérêt, c'est certain. Son cas, évidemment, c'est un joueur important dont on a dit qu'il avait une possibilité de partir. C'est pas non plus, c'est jamais écrit dans le marbre à 100%. Mais évidemment que son départ ou non départ et le montant du transfert aura une influence sur la suite, ça c'est sûr. Après, je pense que cette année va être un marché forcément atypique parce que c'est une année de Coupe du Monde, et également parce que pour la première fois, le marché anglais fermera plus tôt, au moment du début des compétitions, donc le 9 août. Et nécessairement, le marché anglais donne un peu le là à tout le monde, en particulier sur les gros transferts. Donc on peut anticiper que alors on aura peut-être une phase assez active jusqu'au 15 juin. Ensuite, du 15 juin au 15 juillet, une mise en sommeil, en particulier pour les gros joueurs, ceux qui sont à la Coupe du Monde. Et puis après, ça risque d'être assez frénétique, puisque les Anglais termineront le 9 août. Dans la mesure où on est quand même satisfait de l'ossature, a priori, c'est compenser les départs. Et sur l'équipe qui a terminé la saison, on est évidemment satisfait. Après, il y avait 2 joueurs prêtés, donc il faudra réfléchir aussi. D'abord, voir si on peut les faire signer. Et si ce n'est pas le cas, là, effectivement, il y a déjà deux postes naturellement qui seront à remplacer. La façon de recruter, elle est toujours un peu la même. On a des scouts qui regardent les matchs en permanence, qui font des rapports sur les joueurs. Sur les joueurs sur lesquels il y a eu échec, ce sont des joueurs qui avaient été suivis, qui avaient quand même fait leurs preuves, qui intéressaient d'autres clubs. Donc bon, il y a toujours une part d'impondérable, malheureusement. Alors, je ne dis pas que tout est fait parfaitement, mais il y a toujours une part d'impondérable qui fait qu'à un moment donné, un joueur franchit pas le pas, se passe d'un championnat qui peut être moins bon, en tout cas différent, et qui ne s'adapte pas, et qui finalement s'avère ne pas avoir le niveau pour les Girondins de Bordeaux. Mais voilà, c'est sûr que cette année, on va essayer de recruter plus proche, peut-être aussi, parce que forcément, on a plus de recul, plus de capacité à bien connaître les joueurs du championnat, donc en tout cas des championnats pas trop lointains. Donc on va essayer aussi de se focaliser là-dessus. De toute façon, des bons de sortie, effectivement, quand les joueurs jouent pas beaucoup, ou voire pas du tout comme Gaïtch, je pense que c'est souhaitable pour personne de s'acharner. Bon, cela étant dit, il faut voir ce qui vient aussi, mais ce sont des joueurs qui savent que effectivement, on ne peut pas continuer éternellement sans jouer et dans cette situation-là. On a la marge de manœuvre de faire une gestion raisonnable, d'avoir des comptes à l'équilibre, et donc ça dépend de beaucoup de données. Ça peut dépendre de la qualification ou non en Europa League, ça dépend des transferts qu'on sera capable de faire aussi, puisqu'aujourd'hui on a un effectif qui est très fourni, très fourni en nombre. Et donc il est nécessaire aussi de réduire, parce qu'indépendamment des indemnités de transfert qu'on peut évoquer, il y a une masse salariale qui est
qui est importante du fait du nombre de joueurs. Bernard Denis a fait une très bonne saison à Clermont, ça c'est pas un scoop, et puis encore l'autre jour là, en équipe de France Espoir. Donc c'est un joueur qui est sous contrat avec le club, qui a priori a quand même vocation à jouer, donc c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui à Bordeaux, donc on va voir ce qu'on peut faire, peut-être sur un autre prêt ou sur un transfert, mais compte tenu de la saison qu'il a faite, je pense qu'il aspire légitimement à jouer et à être titulaire. Écoutez, sur le rachat, et c'est pas de la langue de bois, je suis pas le mieux placé pour en parler, n'étant ni le vendeur ni l'acheteur. Donc, je pense qu'en plus que vous avez la chance d'avoir des communications quand même assez fréquentes là-dessus de la part de l'actionnaire. Donc, de mon côté, j'ai pas de valeur ajoutée. D'abord, moi, je suis un passionné des Girondins antérieurement à ma nomination à ce poste. Donc, quand les résultats sont pas bons, on n'est jamais heureux. On l'est d'autant moins quand on commence à vraiment plonger, à pouvoir craindre le pire, même par rapport à une relégation, et en plus quand on est aux commandes du club, donc ça a été très, très compliqué. Il y a eu plein d'autres événements qui m'ont affecté, typiquement je pense avec les supporters, où il y a eu probablement de l'incompréhension, une gestion dans le stress qui a amené à une situation tendu avec les supporters, ce que je regrette parce que fondamentalement, et je pense que c'est le cas de tout le monde au club, il y a beaucoup de respect et beaucoup de complicité et d'affection, j'allais dire, pour les supporters qui sont là depuis 30 ans, plus de 30 ans pour les Ultramarines, pour ne citer qu'eux, et qui de ce fait ont vraiment une affection au club chevillée au corps. Donc 30 ans, c'est très long, c'est plus qu'un mandat de président, c'est plus qu'une carrière, en tout cas que la plupart des carrières professionnelles. Donc c'est vrai qu'aboutir à cette situation presque de rupture, peut-être que le mot est trop fort, mais en tout cas de forte incompréhension, ça m'a affecté aussi, parce que moi c'est évidemment la dernière chose que je veux. Ils font partie de la famille du club, et donc voilà, donc j'espère que ça aussi, ça sera une situation qui se normalisera dans le futur, mais aboutir à une situation où on a pu avoir l'impression ou donner l'impression que le club devenait un ennemi de ces supporters-là, c'est évidemment une situation qui, moi, personnellement, m'a beaucoup affecté, parce que c'est bien entendu pas le cas, et que c'est essentiel pour un club de notre standing d'avoir ce groupe de supporters qui est là à domicile et qui aussi est là à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui ont l'équivalent, on doit être 5 ou 6. Et je pense que ça marque aussi le standing d'un club que d'avoir ce type de groupe de supporters qui met l'ambiance au stade. On a vu que malheureusement, il y a eu pas mal de matchs de la saison, le stade sonnait creux, et c'est important d'avoir un virage qui soutient l'équipe. Et puis aussi à l'extérieur, je pense que c'est vraiment même presque une question de standing d'un club, d'avoir des tribunes visiteurs pleines et d'être soutenu partout en France. Donc ça a été aussi un élément de tristesse pour moi pendant la saison. Et donc voilà, donc c'était une saison compliquée. Ça permet un apprentissage accéléré, ça rend plus fort. Et donc j'espère pouvoir capitaliser sur tout ce que j'ai appris cette année en accéléré pour avoir une deuxième année plus satisfaisante, ou en tout cas plus linéaire dans la satisfaction. En tant que supporter depuis des années du club, une situation de rupture avec eux me satisfait pas du tout et m'attriste. Donc je suis sûr ça ira mieux l'année prochaine. On a des contacts, et je pense qu'il y a une volonté mutuelle de mieux se comprendre et de mieux travailler ensemble dans le futur, et je pense que ça s'arrangera dès la saison prochaine. C'est une stabilité aussi, parce que indépendamment du montant qui a été souvent évoqué, le fait d'avoir une vision à 6 ans, c'est quand même un luxe pour n'importe quelle entreprise. Alors évidemment, ce ne sont pas les seuls revenus d'un club de football, mais c'est le poste de revenu principal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une entreprise quelle qu'elle soit, avoir une visibilité à 6 ans sur son poste de revenu principal, c'est en soi quelque chose de très bien. Après, sur le montant, bien évidemment, une satisfaction, mais je pense aussi que c'est mérité pour l'ensemble du football français, qui a beaucoup progressé, que ce soit en termes d'infrastructure, avec ses stades, la manière dont les clubs travaillent, bien évidemment avec le casting, hein, et puis
On a vu que l'ensemble des clubs avaient fait des efforts pour recruter de bons joueurs. Donc je pense que c'est mérité. On n'a pas non plus gagné au loto. C'est le fruit d'un travail collectif. Alors aujourd'hui, effectivement, on a une augmentation très brutale. Mais si vous regardez les autres championnats, chacun, à un certain moment, a eu ce pic. En Angleterre, c'était il y a 5 ou 6 ans, je crois. L'Espagne, un peu plus récent. Encore plus récemment, l'Allemagne. Donc finalement, on rattrape quelque part des footballs avec lesquels on peut être comparé. L'Angleterre n'a encore rien à voir avec nous et on se reprend un peu une trajectoire comparable à celle de l'Allemagne ou l'Italie, ce qui, encore une fois, à mon sens, est mérité. Si on regarde aussi le chiffre global, parce qu'on parle beaucoup des droits domestiques qui, c'est vrai, sont bons, mais le chiffre global incluant les droits internationaux reste en deçà de ce que perçoit par exemple l'Allemagne, bien en deçà de ce que perçoit l'Espagne et aussi de ce que perçoit l'Italie. Donc ça, c'est aussi quelque chose, un axe d'amélioration. Aujourd'hui, les droits internationaux du football français sont très sous-valorisés. Parce que finalement, il y a 2 composantes dans les droits internationaux. Il y a la composante qualité du spectacle, qui vient d'être reconnue à sa juste valeur à travers les droits domestiques, et puis une composante d'empreinte culturelle ou linguistique, sur laquelle, bien évidemment, on ne va pas se comparer à l'Angleterre, puisque si les droits anglais sont aussi hauts, c'est à la fois la qualité de leur football et puis aussi leur empreinte culturelle. En revanche, je pense que sur cet aspect-là d'empreinte culturelle et linguistique, on est tout à fait comparable et même au-dessus de l'Italie et l'Allemagne, qui ont quand même moins de pays dans leur sphère d'influence naturelle. Donc là-dessus, évidemment, il y a de la satisfaction, mais il y a aussi, je pense sincèrement, l'idée qu'on ne fait que revenir à la normale et que les droits télé domestiques sont à leur prix, que c'est la valeur du produit, si je puis me permettre l'expression, et qu'il y a encore un rattrapage à faire sur les droits internationaux, où on est très loin d'une valorisation normale à la fois de notre Ligue 1 et de la France en général. Écoutez, je ne suis pas un professionnel des médias. Je crois au stade déjà, donc à un moment aussi on peut comparer les tarifs et se dire que ça peut valoir la peine de venir au stade. Mais bon, aujourd'hui on voit bien la passion que génère le foot. C'est vraiment le spectacle numéro 1. C'est des spectateurs et téléspectateurs de plus en plus accros. Donc pourquoi pas, je ne vais pas me substituer aux professionnels de l'audiovisuel. C'est vrai qu'en accumulant les différentes chaînes, on est sur des sommes importantes, mais c'est aussi à la mesure de la place que tient le football en tant que loisir dans le grand public. C'est une bonne conclusion. Il peut aussi y avoir un changement sur les calendriers amateurs. C'est vrai qu'il y a des matchs le dimanche après-midi, il y en a aussi beaucoup le dimanche matin. Donc les matchs, la plupart des matchs officiels, c'est quand même plutôt le dimanche matin. L'après-midi, c'est plus du foot loisir. On peut espérer un peu de flexibilité peut-être là-dessus dans les programmations. Je pense que les chaînes et la Ligue ont aussi fait des études pour voir si ce créneau plaisait. Donc quand vous évoquez le football, les matchs de football, ceux qui ne pourraient pas aller au stade à cause de ces matchs ne pourraient pas non plus regarder la télévision. Donc je pense que là aussi les diffuseurs ont fait leur travail et ont fait des sondages. Maintenant on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Voilà, le football du dimanche après-midi, c'est pas non plus une aberration totale. On voit qu'il y en a dans beaucoup de pays. Ça peut aussi être l'occasion d'y aller en famille. Le match à 15h, il laisse le temps de déjeuner. On peut aussi déjeuner au stade. Tout le monde est le bienvenu pour déjeuner au stade. C'est aussi une conception du stade différente. Et puis c'est une fin de match qui est compatible avec les jeunes enfants et Voilà, c'est sûr que on peut jamais satisfaire tout le monde. Là, l'argument de dire que le match en soirée, c'est aussi plein de souvenirs. Je pense qu'il y a ça aussi, il y a la dimension souvenir, donc il faut aussi se construire une histoire avec les matchs l'après-midi. Mais je ne suis pas en train de vous dire que les matchs en soirée n'ont aucun attrait, mais voilà, le dimanche après-midi, c'est pas non plus un créneau, c'est pas un créneau totalement absurde. Oui, c'est une bonne analyse, parce qu'en fait, effectivement, les droits télévisuels de Coupe européenne ont explosé. C'est essentiellement vrai sur la Champions League, où là vraiment il y a des droits qui sont colossaux, puisque grosso modo c'est toujours dur de faire les calculs en avance, mais on peut considérer que la part des clubs français en Champions League sera au minimum équivalente au budget des clubs que vous évoquiez, entre 5 et 8, donc du peloton dont on fait partie. Ce qui revient purement sur la Champions League, encore une fois avec un parcours à minima, est équivalent à notre budget. Donc forcément,
vous créez une cassure. Et on peut penser effectivement que la Champions League tend vers une sorte de ligue fermée. D'autant qu'il y a la deuxième lame qui s'appelle le fair play financier et qui rend difficile à un nouvel entrant de combler ce fossé. C'est-à-dire que même s'il y avait un mécène ou un investisseur dans un club situé entre 5 et 8 qui disait du jour au lendemain je veux combler le fossé, il ne peut pas le faire à cause du fair play financier. Donc effectivement, ce que vous dites est tout à fait judicieux sur la Champions League. C'est quand même moins vrai sur l'Europa League puisque les droits qui ont augmenté, évidemment nous on s'en réjouit, restent quand même plus raisonnables. Bien plus raisonnables. Donc pour l'instant, effectivement, l'objectif d'être systématiquement ou quasi systématiquement européen pour déjà bien consolider notre place de cinquième et donner aussi du plaisir à travers les matchs européens et peu à peu construire un modèle de revenu qui nous permet de revenir sur les 4 premiers tient toujours. Diego Roland fait partie de l'effectif, donc son retour n'est pas inenvisageable. Bon, l'an dernier, il n'avait pas manifesté un désir très ardent de continuer à Bordeaux, donc on en tiendra compte. Mais enfin, aujourd'hui, il a effectivement 2 ans de contrat, donc il y a un nouveau coach, peut-être qu'il faudra discuter avec lui. Ils sont compatriotes, donc c'est pas du tout exclu. C'est un très bon joueur, donc pourquoi pas. On va discuter avec leur club. Ce sont des joueurs qui viennent de clubs, alors plus huppés dans le cas de Monaco, dans le cas de Martin Braithwaite, d'un championnat où les salaires sont quand même très élevés. Ils ont eu le bon goût d'être très performants avec nous, on va pas s'en plaindre, mais ça contribue pas à faire baisser leur cote. Donc c'est compliqué. Maintenant, les deux, à la fois sportivement et humainement, ont eu un apport extraordinaire. Ils ont, de leur côté, je pense, bien aimé le club. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut sur les deux. Je pense que c'est aussi un des enseignements de la saison passée, c'est que avoir des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue 1, qui ont la facilité linguistique, qui parlent français, qui ont une facilité d'intégration supérieure à des joueurs qui viennent de loin. Donc c'est sûr. C'est sûr qu'à tarif égal, vous allez toujours préférer prendre le joueur que vous connaissez, évidemment à condition qu'il ait donné satisfaction, ce qui est leur cas. On peut faire les deux, mais c'est dans une logique de construction du club et de gestion, on préfère plutôt des transferts à des prêts. Maintenant, à la marge, et pour faire des ajustements, il peut y avoir des prêts. Je pense qu'il faut qu'on essaye aussi de travailler sur le réservoir qu'il y a parfois dans les très grands clubs qui peuvent être intéressés pour nous prêter des joueurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler et qu'on travaille déjà. Donc de montrer le club, faire connaître le club aux très grosses écuries qui ont beaucoup de joueurs prêtés, dont certains sont excellents. Mais ça reste à la marge. Ça reste des ajustements à la marge. On ne peut pas faire une politique de club en ayant 3-4 joueurs prêtés. Je pense que 2, c'est quand même un grand maximum. Même si le comportement est très bon, c'est plus un problème de construction sur le moyen long terme.